Imagine pouvoir affronter chaque difficulté avec calme, clarté et force intérieure. Imaginez transformer la frustration en concentration, l'anxiété en action et la douleur en sagesse. Les idées des stoïciens ont traversé les siècles pour une raison simple, elles fonctionnent. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 leçons simples mais puissantes qui peuvent résoudre 99% de vos problèmes. Ce n'est pas de la magie, c'est une philosophie pratique, directe et profondément transformatrice. Dans cette vidéo, on va droit à l'essentiel, ce que les grands maîtres du stoïcisme, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, peuvent nous apprendre pour mieux vivre. Il ne s'agit pas de théories lointaines, mais d'attitudes concrètes appliquées dès aujourd'hui. Si vous avez l'impression de perdre le contrôle de vos émotions, de vos décisions ou de votre quotidien, cette vidéo est faite pour vous. Chaque leçon est une clé. Et le changement commence maintenant. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. La vie n'attend pas et ne prend pas en pitié tes peurs. La vie ne nous demande pas notre avis. Elle avance, avec ou sans nous, et se moque bien de nos peurs ou de nos doutes. Les obstacles surgissent, les échecs arrivent, et le monde ne s'arrête pas parce que nous tremblons. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Ce n'est pas la chance qui décide de notre destin, mais notre façon de réagir. Certains voient un problème et se disent « Pourquoi moi ?» D'autres se demandent « Comment puis-je avancer malgré tout ?» Cette seconde attitude fait toute la différence. Ce n'est pas une question de force physique ou de talent, mais de résilience. La vraie force est intérieure, elle se cultive jour après jour, comme un muscle. Imagine 2 arbres dans une tempête. Le premier a des racines fragiles, il se casse au premier vent violent. Le second, plus solide, plie mais ne rompt pas. Nous sommes comme ces arbres. Soit nous nous préparons aux épreuves, soit nous risquons de nous briser au premier choc. La vie teste nos racines. Les stoïciens disaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais toujours notre réaction. Un licenciement, une trahison, une maladie. Ces épreuves frappent sans prévenir. Mais si nous laissons la peur prendre le dessus, nous avons déjà perdu. Ceux qui s'élèvent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui agissent malgré tout. La chance, c'est une illusion. Compter sur elle, c'est comme espérer qu'il ne pleuvra jamais. Un jour ou l'autre, l'orage arrive. Ceux qui réussissent ne croient pas au destin aveugle. Ils savent que la clé est en eux. Le stoïcisme nous rappelle que même dans le chaos, nous gardons un pouvoir, choisir notre attitude. Regarde les plus grands exemples autour de toi. Les entrepreneurs, les artistes, les athlètes. Tous sont connus des échecs. Mais ils n'ont pas laissé ces échecs les définir. Ils ont appris, adapté, persévéré. Leur force ne venait pas d'un coup de chance, mais d'une discipline mentale. C'est ça, la vraie maîtrise de soi. Quand la peur te paralyse, demande-toi, qu'est-ce que je crains vraiment? Souvent, ce n'est pas l'échec lui-même, mais l'idée que nous nous en faisons. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer les faits de nos projections. La plupart de nos peurs ne se réalisent jamais, et celles qui arrivent sont rarement aussi graves qu'on l'imaginait. Alors, comment renforcer cette force intérieure? D'abord, en acceptant que les difficultés font partie du voyage. Ensuite, en agissant malgré l'inconfort. Chaque fois que tu fais un pas en avant malgré la peur, tu deviens un peu plus fort. C'est un entraînement quotidien, pas une solution magique. La vie n'est ni juste ni injuste, elle est simplement indifférente. Elle ne récompense pas les plus craintifs, mais ceux qui osent avancer. Si tu attends que tout soit parfait pour agir, tu n'agiras jamais. Le moment idéal n'existe pas. Le courage, c'est de se lancer même quand le doute est là. En fin de compte, ce n'est pas la vie qui nous distingue, mais notre façon d'y répondre. Les stoïciens l'avaient compris. Le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à rester maître de nous-mêmes. Alors, au lieu de maudire les tempêtes, apprends à danser sous la pluie. Leçon 2. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent ton destin, mais la manière dont tu choisis de les affronter. Un même événement peut briser une personne et en renforcer une autre.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte vraiment, mais comment nous décidons de le traverser. Le stoïcisme nous enseigne cette vérité simple mais puissante. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous contrôlons toujours notre réponse. Pense à deux amis qui perdent leur emploi le même jour. Le premier se noie dans la colère et l'auto-apitoiement. Le second voit cette épreuve comme une chance de se réinventer. Leur situation est identique, mais leur destin sera radicalement différent. La différence? Leur état d'esprit face à l'adversité. Nous faisons cette erreur tous les jours. Nous croyons que nos problèmes viennent des circonstances extérieures. Si seulement mon patron était plus compréhensif, si je n'avais pas cette maladie. Mais en réalité, c'est notre dialogue intérieur qui façonne notre réalité. Les stoïciens disaient qu'il y a toujours une distance entre ce qui arrive et notre interprétation. Prends l'exemple d'une dispute. Tu peux la vivre comme une attaque personnelle et t'emporter, ou comme une occasion de comprendre l'autre et d'améliorer la relation. L'événement est le même, mais ton choix de réaction change tout. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu en fais. Certains attendent que la vie devienne facile pour être heureux. C'est une illusion. La vie sera toujours un mélange de joie et de peine. Le secret? Apprendre à naviguer dans les deux. Comme un marin expérimenté qui sait que la mer a ses tempêtes, mais qui garde le cap quoi qu'il arrive. Quand tu fais face à un défi, pose-toi cette question. Comment puis-je transformer cette situation en opportunité? Un échec peut devenir une leçon. Une critique peut devenir un conseil utile. Une perte peut révéler ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté. Il nous apprend à la voir autrement. Imagine ton esprit comme un jardin. Les événements extérieurs sont comme le temps qu'il fait, parfois ensoleillé, parfois orageux. Mais toi, tu es le jardinier. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux choisir quelles graines planter et comment en prendre soin. Ton jardin intérieur dépend de tes soins, pas des caprices du ciel. Les gens croient souvent que le courage, c'est l'absence de peur. C'est faux. Le vrai courage, c'est agir malgré la peur. Quand tu te retrouves face à un obstacle, rappelle-toi, tu as déjà surmonté des difficultés par le passé. Tu as cette force en toi. Il suffit de la reconnaître et de l'utiliser. La prochaine fois que quelque chose de désagréable t'arrivera, essaie ce petit exercice stoïcien. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Ce simple changement de perspective peut transformer une épreuve en tremplin. En fin de compte, ta vie ne sera pas déterminée par les événements, mais par l'histoire que tu choisiras d'en raconter. Une même pièce de théâtre peut être une tragédie ou une comédie. Tout dépend du regard du spectateur. Sois l'auteur de ton histoire, pas simplement son personnage principal. Leçon 3. Maîtriser son esprit est essentiel. La vie ressemble souvent à une mer déchaînée. Les vagues des émotions nous secouent, le vent des soucis nous déstabilise, et il est facile de se sentir submergé. Pourtant, au milieu de cette tempête, il y a toujours un point d'ancrage, notre esprit. Le stoïcisme nous rappelle que même quand tout semble incontrôlable, nous pouvons choisir de garder le cap. Prends un instant pour observer tes pensées. Combien d'entre elles sont vraiment utiles? Beaucoup ne sont que des peurs imaginaires, des regrets du passé ou des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Notre esprit peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. La clé? Apprendre à le discipliner, comme un cavalier maîtrise son cheval. Imagine que ton esprit est comme un ciel. Parfois, il est clair et serein. D'autres fois, des nuages sombres l'envahissent. Mais souviens-toi, les nuages passent toujours. Ils ne sont pas le ciel lui-même, tout comme tes émotions ne sont pas toi. Tu peux les observer sans t'y perdre. Cette simple prise de conscience change tout. Quand la colère monte, quand l'anxiété te serre la gorge, essaie ceci. Respire profondément et demande-toi, cette émotion m'aide-t-elle? Si la réponse est non, alors pourquoi lui donner tant de pouvoir? Les stoïciens pratiquaient cela chaque jour. Ils ne réprimaient pas leurs émotions, mais refusaient de se laisser contrôler par elles. Pense à un capitaine en pleine tempête. Il ne peut pas arrêter les vagues,
mais il peut ajuster les voiles, garder la barre ferme et éviter les récifs. Nous sommes tous ce capitaine. Les défis de la vie ne disparaîtront pas, mais nous pouvons choisir comment y répondre. La vraie force ne vient pas de circonstances parfaites, mais d'un esprit entraîné. Certains croient que maîtriser son esprit signifie devenir froid ou insensible. C'est tout le contraire. Il s'agit d'être pleinement conscient de ce que l'on ressent, sans en être l'esclave. C'est la différence entre dire « je suis en colère » et « je ressens de la colère ». Le premier t'identifie à l'émotion, le second te permet de la traverser. Commence petit. Le matin, prends 5 minutes pour te recentrer. Le soir, passe en revue ta journée. Quelles émotions t'ont traversé? Comment as-tu réagi? Sans jugement, simplement avec curiosité. Comme un scientifique qui observe une expérience. Petit à petit, tu deviendras l'observateur de ton esprit et non plus sa marionnette. Les plus grandes batailles ne se gagnent pas avec des épées, mais avec des pensées. Un esprit maîtrisé est comme une forteresse. Rien ne peut le pénétrer sans ton autorisation. Les insultes, les échecs, les peines, ils frappent aux portes, mais c'est toi qui décides s'ils entrent. Rappelle-toi, personne ne naît avec un esprit calme. C'est un muscle qui se travaille. Certains jours, tu trébucheras. D'autres, tu progresseras. L'important est de persévérer. Comme un sculpteur qui, coup après coup, transforme un bloc de pierre en œuvre d'art, tu peux sculpter ton esprit jour après jour. Au final, la maîtrise de soi n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'y a pas de perfection à atteindre, seulement des progrès à faire. Et chaque fois que tu choisis la raison plutôt que la réaction impulsive, chaque fois que tu respires avant de répondre, tu deviens un peu plus libre. C'est cela, la sagesse stoïcienne. Trouver la sérénité non pas malgré les tempêtes, mais en leur sein. Leçon 4. Ce qui te trouble n'est pas ce qui arrive, mais ton jugement sur cela. Un même événement peut rendre une personne furieuse et laisser une autre indifférente. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais la situation elle-même qui nous affecte, mais le sens que nous lui donnons. Le stoïcisme nous révèle cette vérité libératrice. Notre souffrance naît presque toujours de notre façon de voir les choses, non des choses elles-mêmes. Prends l'exemple d'une critique. Pour certains, c'est une attaque personnelle insupportable. Pour d'autres, une opportunité de s'améliorer. Les mots prononcés sont identiques, mais l'expérience vécue est radicalement différente. Où se trouve la vraie différence? Dans l'interprétation, ce petit espace entre ce qu'on entend et ce qu'on décide d'en faire. Nous passons notre vie à croire que le monde extérieur est responsable de nos émotions. Il m'a énervé. Cette situation m'a stressé. Mais en réalité, personne ne peut te contrôler émotionnellement sans ton consentement. Entre ce qui arrive et ta réaction, il y a toujours ce moment crucial où tu choisis comment le prendre. C'est là que réside ton pouvoir. Imagine 2 personnes coincées dans un embouteillage. La première s'énerve, tape sur son volant, maudit les autres conducteurs. La seconde profite de ce temps pour écouter un podcast intéressant ou réfléchir calmement. La circonstance est la même, mais l'expérience est totalement différente. Qui des deux est prisonnier? Qui est libre? Les stoïciens pratiquaient un exercice puissant, la préméditation des mots. Ils s'imaginaient le pire pour s'y préparer mentalement. Non par pessimisme, mais pour réaliser que même les scénarios les plus redoutés perdent leur pouvoir quand on change de regard sur eux. La peur d'un événement est souvent pire que l'événement lui-même. Quand quelque chose te bouleverse, pose-toi cette question. Est-ce que je réagis à la réalité ou à mon interprétation de la réalité? Tu seras surpris de voir combien de tes souffrances viennent non des faits, mais des histoires que ton esprit invente autour d'eux. Un retard au travail n'est qu'un retard, sauf si tu y vois un manque de respect ou un présage de licenciement. Essaie cet exercice simple. Pendant une journée, note chaque fois qu'une interprétation négative te vient à l'esprit. Puis demande-toi, Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Tu découvriras qu'il existe presque toujours plusieurs angles possibles. Celui que tu choisis déterminera ton expérience. Ce principe transforme littéralement la vie.
Un licenciement peut devenir une chance de reconversion. Une rupture douloureuse, l'opportunité de se redécouvrir. Même la maladie peut enseigner des leçons précieuses. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, mais il refuse de la laisser définir notre existence. Attention, cela ne signifie pas devenir insensible ou nier tes émotions. Il s'agit simplement de reconnaître qu'elles dépendent de tes pensées. Tu peux ressentir de la tristesse sans y noyer, de la colère sans y perdre. En observant tes jugements, tu reprends le contrôle du gouvernail. Au final, la vie est comme un miroir. Elle reflète principalement ce que nous y projetons. Change ton regard, et tu changeras ton monde. C'est peut-être la leçon la plus précieuse du stoïcisme. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et cela, c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que nous pouvons toujours choisir d'être différents. Leçon 5. L'esprit peut être entraîné comme un muscle. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes de l'inquiétude et de la distraction l'envahissent. Mais avec un peu d'entraînement quotidien, tu peux en faire un espace de clarté et de paix. Le stoïcisme nous enseigne que la pleine conscience n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais une compétence que chacun peut développer. Combien de temps passes-tu à ressasser le passé ou à anticiper le futur? Ces pensées nous éloignent du seul moment qui compte vraiment, maintenant. Imagine marcher dans la rue tout en regardant ton téléphone. Tu rates les paysages, les visages, la vie elle-même. C'est ce qui se passe quand ton esprit est ailleurs que dans l'instant présent. Commence par cet exercice simple. Plusieurs fois par jour, arrête-toi et observe. Sens tes pieds sur le sol, écoute les sons autour de toi, remarque ta respiration. Pas besoin de méditer pendant des heures. Juste 30 secondes de présence complète. Ces petits ancrages dans le présent sont comme des haltères pour ton esprit. Ils le renforcent peu à peu. Quand tu manges, mange vraiment. Quand tu écoutes quelqu'un, sois vraiment là. Ces gestes simples deviennent révolutionnaires dans un monde où nous faisons tout en mode automatique. Les stoïciens pratiquaient cette attention constante, sachant que chaque moment mérite d'être vécu pleinement, car c'est le seul qui existe vraiment. L'angoisse du futur et les regrets du passé sont comme des ombres. Elles n'ont de pouvoir que parce que nous leur en donnons. Bien sûr, préparer l'avenir est utile, mais s'en inquiéter est inutile. Quant au passé, il ne peut être changé, seulement appris. Concentre ton énergie sur ce que tu peux influencer, l'action présente. Ton esprit vagabonde, c'est normal. Ce qui compte, c'est de le ramener doucement, encore et encore, comme on guide un enfant curieux. Sans jugement, sans frustration. Chaque fois que tu prends conscience que tu es parti dans tes pensées et que tu reviens au moment présent, tu fais un pas de plus vers la maîtrise de ton esprit. Les grands athlètes s'entraînent quotidiennement. Pourquoi en serait-il différent pour l'esprit? Consacre ne serait-ce que 5 minutes par jour à être pleinement présent, sous la douche, en buvant ton café, dans les transports. Ces micro-séances d'entraînement mental cumulées créeront une différence profonde avec le temps. Remarque comme les enfants vivent naturellement dans l'instant. Ils ne s'inquiètent pas de demain ni ne regrettent hier. En grandissant, nous perdons cette capacité, mais nous pouvons la retrouver. Le stoïcisme ne propose pas de devenir insensible, mais au contraire de retrouver cette présence totale à la vie qui nous rend vraiment vivants. Quand tu te surprends à t'égarer dans le passé ou le futur, demande-toi, cette pensée m'est-elle utile maintenant? Si la réponse est non, laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Ton pouvoir réside toujours dans l'instant présent. C'est le seul endroit où tu peux vraiment agir, choisir, vivre. En cultivant cette présence, tu découvriras un paradoxe étonnant. Plus tu es ancré dans le présent, plus tu deviens capable de préparer l'avenir sans angoisse et d'accepter le passé sans regret. C'est le cadeau ultime d'un esprit entraîné, non pas l'absence de pensée, mais la liberté de choisir celles qui te servent vraiment. Leçon 6. La discipline quotidienne forge ta force intérieure. Réveil qui sonne à 5h30. Premier réflexe, repousser le réveil. Deuxième réflexe, se lever. Ce simple choix matinal contient toute une philosophie de vie. La discipline, ce n'est pas se punir, c'est s'offrir le meilleur de soi-même. Chaque jour,
Tes petites actions construisent l'être humain que tu deviens. Le stoïcisme nous rappelle que c'est dans ces routines apparemment banales que se forge le caractère. Prends 2 personnes avec le même potentiel. L'une passe ses matinées à scroller sur les réseaux. L'autre consacre 30 minutes à lire, méditer ou planifier sa journée. En 1 an, l'écart sera immense. En 10 ans, ce sera comme si elles vivaient sur des planètes différentes. La magie des petits efforts constants, leurs effets s'additionnent de façon exponentielle. Notre cerveau est comme un champ de neige vierge. Chaque action y trace une piste. Plus tu empruntes le même chemin, plus la trace devient profonde et facile à suivre. La discipline, c'est simplement choisir consciemment quelle piste tu veux creuser. Veux-tu une autoroute vers la distraction ou un sentier vers ta meilleure version? Les distractions modernes sont conçues comme des pièges à dopamine. Elles nous volent notre temps et notre attention par petites doses indolores. Résister à ces tentations quotidiennes, c'est comme faire des pompes mentales. Au début, c'est difficile. Puis, muscle après muscle, tu développes une force de volonté qui te sert dans tous les domaines de la vie. Imagine ta journée comme un château. Les rituels du matin en sont les fondations. 1 heure consacrée à ton développement personnel dès le réveil change la qualité de toute ta journée. Les stoïciens le savaient, celui qui maîtrise ses matins maîtrise sa vie. Ce n'est pas une question de quantité de temps, mais de qualité d'intention. La vraie discipline n'a rien d'austère. C'est au contraire la plus grande forme de respect envers soi-même. Quand tu choisis de te coucher tôt plutôt que de binge-watcher, quand tu préfères un livre à des vidéos sans fin, tu dis à ton cerveau « je mérite mieux ». Ces choix répétés construisent une estime de soi inébranlable. Les jours où tu n'as pas envie, c'est justement quand c'est le plus important d'agir. Pas besoin de performances héroïques. Juste montrer up, même à 50%. La régularité prime sur l'intensité. Comme un marin qui ajuste constamment sa voile plutôt que d'attendre la tempête pour agir, ta discipline quotidienne devient ton bouclier contre les orages de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ton emploi du temps, tes habitudes, ton attention, ça dépend de toi. Les résultats, les opinions des autres, les circonstances, pas toujours. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tes actions quotidiennes, tu développes une sérénité inaltérable. Commence petit, mais commence maintenant. 1 page par jour. 10 minutes de méditation. Un réveil 15 minutes plus tôt. Ces micro-victoires créent un élan. Bientôt, tu ne te forceras plus. Tu auras simplement envie de maintenir ces rituels qui te font du bien. La discipline, au final, c'est l'amour de soi en action. Regarde en arrière dans 1 an. Tu ne regretteras pas les séries que tu n'as pas vues ou les grasses matinées occasionnelles. Tu regretteras le livre que tu n'as pas lu, le projet que tu n'as pas commencé, la meilleure version de toi que tu n'as pas osé devenir. La vie récompense ceux qui ont le courage de leur routine. La discipline ressemble à ces arbres qui poussent lentement mais sûrement, leurs racines s'enfonçant profondément dans le sol jour après jour. Ce n'est pas spectaculaire sur le moment, mais avec le temps, ils peuvent résister aux pires tempêtes. Tes petites actions quotidiennes fonctionnent de la même manière, invisibles à l'œil nu mais transformatrices en profondeur. Chaque fois que tu choisis de te lever à l'heure prévue, chaque fois que tu résistes à une distraction inutile, tu plantes une graine de force mentale. Ces micro-décisions s'accumulent silencieusement jusqu'à former une forêt de résilience. Les stoïciens comprenaient cette puissance du cumul. Ce n'est pas une grande crise qui révèle notre caractère, mais la somme de nos choix ordinaires. La vraie maîtrise de soi se construit dans l'ordinaire avant de se révéler dans l'extraordinaire. Prenons l'exemple concret de la lecture. 10 pages par jour, c'est insignifiant sur le moment. Mais cela représente 3650 pages en 1 an, soit une vingtaine de livres nourrissants. Maintenant compare avec quelqu'un qui préfère scroller sans fin sur son téléphone. Le même temps investi, des résultats radicalement différents. Le secret ne réside pas dans des efforts héroïques occasionnels, mais dans cette régularité de fourmi qui semble ridicule au quotidien mais devient monumentale avec le temps.
La discipline est une mathématique existentielle où les petits nombres finissent par former des sommes colossales. Ceux qui sous-estiment cette puissance attendent toujours le bon moment pour agir, tandis que les disciplinés progressent imperceptiblement mais inexorablement. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient programmés pour rechercher le plaisir immédiat, une nécessité de survie. Mais notre monde moderne a retourné cette programmation contre nous. Les distractions numériques, la malbouffe, les contenus addictifs exploitent nos biais naturels. La discipline moderne consiste donc à résister à ces pièges conçus pour capter notre attention. Quand tu refuses de checker tes notifications dès le réveil, quand tu délaisses Netflix pour un livre exigeant, tu fais acte de résistance existentielle. Tu reprends possession de ton cerveau et de ton temps. Les stoïciens parlaient déjà de cette nécessaire vigilance contre les tentations de leur époque. Aujourd'hui plus que jamais, ta liberté se mesure à ta capacité à dire non aux sirènes du confort immédiat. Imaginons deux sculpteurs devant un bloc de marbre. Le premier travaille par à-coups, avec enthousiasme puis découragement. Le second avance méthodiquement, un coup de ciseau régulier chaque jour. Lequel révélera le chef-d'œuvre caché dans la pierre? Ta vie est ce bloc de marbre, et tes routines sont les coups de ciseau. La régularité importe plus que l'intensité. Ce n'est pas l'enthousiasme passager qui transforme, mais la persévérance quotidienne. Les jours où tu n'as pas envie sont précisément les plus importants. C'est là que tu sculptes ta volonté. Le stoïcisme nous enseigne à séparer nos actions de nos humeurs changeantes. Agis d'abord, la motivation suivra souvent, comme un écho à ta décision initiale. La tentation moderne la plus pernicieuse est peut-être celle du multitasking. Nous croyons être productifs en faisant plusieurs choses à la fois, mais nous ne faisons qu'éparpiller notre attention. La discipline du focus, une seule tâche à la fois, pleinement investie, devient un super pouvoir dans ce monde distrait. Quand tu lis, lis vraiment. Quand tu travailles, sois tout entier à ton travail. Cette présence totale à l'action en cours est une forme radicale de liberté intérieure. Les stoïciens pratiquaient cette attention complète à chaque geste, transformant les actes les plus banals en exercices de méditation. Ta brosse à dents, ta tasse de café, ton clavier. Tous deviennent des occasions de pratiquer l'unité entre l'esprit et l'action. Cette qualité de présence est le terreau d'une vie profondément vécue. Les neurosciences ont confirmé ce que les philosophes antiques pressentaient. Notre cerveau est plastique. Chaque pensée, chaque habitude creuse des sillons neuronaux qui deviennent nos autoroutes mentales. La discipline consiste donc à construire délibérément ces autoroutes au lieu de laisser le hasard les tracer. 20 minutes de méditation quotidienne modifient physiquement ton cerveau en quelques semaines. Une routine d'écriture régulière reconfigure ta façon de penser. Même ton sommeil s'améliore quand tu respectes des horaires constants. Le stoïcisme version 21e siècle intègre ces découvertes. Nous sommes littéralement les sculpteurs de notre propre matière grise. Tes petites routines ne changent pas juste tes journées. Elles refaçonnent ton organe de perception lui-même. Il existe un malentendu courant sur la discipline. On l'imagine comme une privation. En réalité, c'est une libération. Se coucher tôt pour se lever frais n'est pas une punition. C'est s'offrir des matins productifs et sereins. Limiter les écrans n'est pas une sanction. C'est se redonner du temps pour ce qui compte vraiment. La discipline est comme un jardinier qui taille certaines branches pour permettre à l'arbre entier de s'épanouir. Les stoïciens parlaient de l'ascèse joyeuse. Cette pratique volontaire qui semble restrictive vue de l'extérieur mais procure en réalité une expansion intérieure. Plus tu deviens maître de tes routines, plus tu deviens libre de choisir ta vie au lieu de la subir. Les grands artistes, athlètes et penseurs ont tous un point commun, leur carnet de routine. Mozart avait son emploi du temps méticuleux, Beethoven ses promenades quotidiennes rigoureuses, Marie Curie ses heures de travail immuables. Ce n'est pas par rigidité, mais par pragmatisme. Ils savaient que le génie a besoin de structure pour s'exprimer. Ta vie mérite la même attention qu'un chef-d'œuvre en création. Tes rituels du matin sont ton premier pinceau sur la toile de la journée. Tes habitudes de travail sont les couleurs que tu y déposes. Le stoïcisme nous rappelle que la grandeur n'est jamais accidentelle.
Elle est le fruit délibéré de choix répétés. Même ton temps de repos gagne à être ritualisé pour devenir véritablement régénérant. La technologie moderne a créé un phénomène étrange. Nous avons plus d'outils pour gagner du temps que jamais, mais nous avons l'impression d'en manquer plus que jamais. La solution ne réside pas dans une nouvelle appli de productivité, mais dans la vieille recette de la discipline personnelle. Commence par auditer ou par réellement ton temps. Les résultats sont souvent surprenants. Puis, comme un financier assainissant un budget, alloue délibérément tes heures plutôt que de les laisser fuir. Les stoïciens pratiquaient cet examen régulier de l'emploi du temps, s'assurant que chaque heure servait leur valeur profonde. Ton temps est la seule monnaie vraiment non renouvelable. Une fois dépensée, elle est perdue à jamais. La discipline temporelle est donc l'investissement le plus sage qui soit. En observant les personnes âgées, on remarque un contraste frappant. Certaines regrettent amèrement le temps perdu, les occasions manquées. D'autres rayonnent d'une sérénité tranquille, satisfaites du chemin parcouru. La différence réside souvent dans ces petites disciplines quotidiennes invisibles aux yeux du monde, mais capitales pour soi. Aucun mourant ne regrette d'avoir trop lu, trop appris, trop pris soin de son corps et de son esprit. Le stoïcisme nous prépare à vieillir sans regret en vivant chaque jour avec intention. Tes routines présentes sont les souvenirs dont tu te nourriras plus tard. Chaque matin où tu choisis de te lever pour cultiver ton meilleur soi, tu plantes une graine de fierté future. Ce n'est pas sévère. C'est au contraire le plus grand cadeau que tu puisses te faire à toi-même. La discipline finit par devenir une seconde nature, mais seulement si tu persévères assez longtemps pour traverser la phase inconfortable du début. Les premières semaines, tu compteras les minutes de méditation, tu lutteras contre l'envie de repousser le réveil. Puis vient un jour où ces pratiques deviennent aussi naturelles que de se brosser les dents. C'est à ce moment que la magie opère vraiment, quand l'effort conscient se transforme en mode d'être. Les stoïciens décrivaient ce stade où la vertu n'est plus un combat, mais une respiration. Ne t'inquiète pas des rechutes occasionnelles, elles font partie du processus. Ce qui compte, c'est de toujours reprendre le chemin, comme un fleuve qui retrouve son cours après un détour. Ta discipline n'a pas besoin d'être parfaite, juste persistante. Avec le temps, elle cessera d'être une contrainte pour devenir ton plus fidèle allié. Leçon 7. L'harmonie corps-esprit, le socle oublié de la sagesse. Ton cerveau n'est pas une machine détachée de ton corps. Il baigne littéralement dans un cocktail biochimique qui influence chaque pensée, chaque décision. Les anciens stoïciens parlaient déjà de cette unité fondamentale. On ne peut cultiver un esprit serein dans un corps négligé. Aujourd'hui, la science nous révèle à quel point nos hormones jouent les chefs d'orchestre invisibles de nos états internes. Le cortisol du stress, la dopamine de la motivation, la sérotonine de l'apaisement, ces messagers chimiques sculptent en silence ton paysage émotionnel. Prends l'exemple du sommeil. Quand tu sacrifies une nuit sur l'autel de la productivité ou du divertissement, tu déclenches une cascade de déséquilibre. Ton cortisol monte en flèche, ta sensibilité à l'insuline diminue, tes neurotransmetteurs s'embrouillent. Résultat, le lendemain, ce n'est plus vraiment toi qui penses, c'est ta biochimie en roue libre. Les stoïciens recommandaient déjà une hygiène de vie rigoureuse, pressentant ce lien intime entre le physique et le mental. Un esprit clair nécessite un corps bien réglé. L'alimentation moderne est devenue une guerre chimique contre notre équilibre interne. Sucres raffinés, additifs, perturbateurs endocriniens, ces substances piratent nos systèmes de régulation. Quand tu manges une barre chocolatée industrielle, tu provoques un tsunami de dopamine artificielle suivi d'un crash. Ton corps crie au déséquilibre, mais ton esprit interprète cela comme de la fatigue ou de la mauvaise humeur. La sagesse antique rencontre ici la science moderne. Celui qui veut maîtriser son esprit doit d'abord respecter son temple corporel. L'exercice physique n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une pharmacologie naturelle. 30 minutes de marche rapide libèrent plus d'endorphine qu'un antidépresseur. L'entraînement en résistance régule ta testostérone et ta croissance nerveuse. Même ta posture influence tes hormones. Se tenir droit booste la testostérone et diminue le cortisol. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, s'imposait des exercices physiques rigoureux
non par vanité, mais parce qu'ils savaient qu'un corps vigoureux abrite un esprit plus fort. Le soleil n'éclaire pas seulement le monde extérieur, il régule ton horloge interne. La lumière matinale stoppe la mélatonine et synchronise tes rythmes circadiens. Sans cette synchronisation naturelle, ton cortisol se libère au mauvais moment, ton sommeil se fragilise et tes pensées deviennent confuses. Les anciens vivaient au rythme du soleil. Nous vivons sous des lumières artificielles qui trompent notre biologie. Retrouver ce rythme ancestral, c'est offrir à ton esprit le cadre hormonal optimal pour fonctionner. Le stress chronique est le grand saboteur de l'harmonie corps-esprit. Quand ton cortisol reste élevé trop longtemps, il endommage ton hippocampe, siège de la mémoire, déséquilibre ta glycémie et épuise tes neurotransmetteurs. La méditation stoïcienne, cette pratique de mise à distance des perturbations, trouve ici une validation scientifique. Elle abaisse concrètement le cortisol et stimule les ondes alpha du cerveau. Ton corps et ton esprit ne font qu'un dans leur réaction au stress. Les relations sociales ne sont pas qu'abstraites, elles modifient ta chimie interne. Une étreinte libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, réduisant l'anxiété. Les conversations profondes stimulent la sérotonine. À l'inverse, l'isolement prolongé diminue ces hormones bénéfiques. Épictète, esclave devenu philosophe, insistait sur l'importance des relations authentiques. Il pressentait leur impact sur notre équilibre global. Prendre soin de ces liens, c'est aussi réguler sa biochimie. L'eau représente 75% de ton cerveau. La déshydratation légère, que la plupart vivent quotidiennement, réduit la concentration, augmente l'irritabilité et perturbe la production de neurotransmetteurs. Les stoïciens pratiquaient la tempérance, ni privation ni excès. Appliquée à l'hydratation, cette vertu prend un sens concret, maintenir l'équilibre hydrique optimal pour une cognition claire. Ton verre d'eau est un outil philosophique. La respiration est le pont oublié entre corps et esprit. Une respiration diaphragmatique profonde active ton système parasympathique, réduisant le cortisol tout en oxygénant ton cerveau. Les exercices de souffle des stoïciens, comme ceux de Chrysippe, trouvent aujourd'hui leur explication neuroscientifique. Contrôler son souffle, c'est moduler directement son état interne. C'est peut-être la pratique la plus simple et la plus puissante pour rééquilibrer instantanément ta chimie. Enfin, la nature n'est pas qu'un décor agréable. C'est un régulateur hormonal puissant. Marcher en forêt diminue le cortisol, booste les cellules NK, anti-cancer, et synchronise tes rythmes biologiques. Sénèque se retirait régulièrement dans la campagne romaine pour retrouver clarté et sérénité. Nous commençons seulement à comprendre comment les environnements naturels recalibrent notre biochimie vers l'équilibre. Ton prochain moment de confusion philosophique trouvera peut-être sa solution dans une simple marche parmi les arbres. Cette sagesse corps-esprit est le chaînon manquant de nombreux enseignements stoïciens. Comprendre que tes pensées sont influencées par ton taux de magnésium, que tes décisions dépendent de ton taux de glucose, que ta résilience est liée à ton microbiome intestinal. Voilà la version moderne de l'ancienne maxime. Un esprit sain dans un corps sain. La discipline stoïcienne commence par honorer cette alliance sacrée. La lumière bleue de nos écrans en soirée est un sabotage hormonal silencieux. Elle inhibe la mélatonine, cette hormone du sommeil essentiel à la récupération mentale, et dérègle ainsi tout notre cycle circadien. Sans un sommeil profond et réparateur, même les exercices stoïciens les plus rigoureux perdent de leur efficacité. Les philosophes antiques se couchaient et se levaient avec le soleil, suivant instinctivement ce rythme naturel que la science moderne confirme aujourd'hui comme optimal. Notre exposition constante à la lumière artificielle nous a coupés de ces cycles naturels, et notre santé mentale en paie le prix. Réapprendre à respecter ces rythmes biologiques, c'est offrir à notre esprit le terrain hormonal propice à son épanouissement. Les stoïciens modernes devraient considérer leur gestion de la lumière comme une pratique philosophique à part entière. L'intestin, ce second cerveau, contenant des millions de neurones, produit 90% de la sérotonine de notre corps. Cette hormone cruciale pour l'humeur et la sérénité. Quand notre microbiote est déséquilibré par une alimentation industrielle, c'est toute notre chimie émotionnelle qui en souffre. Les anciens, sans connaître les bactéries intestinales,
pratiquaient instinctivement des jeûnes et des diètes qui rééquilibraient leur flore. Aujourd'hui, la science nous montre comment les probiotiques naturels peuvent influencer positivement notre résistance au stress et notre clarté mentale. Prendre soin de son intestin devient ainsi un acte philosophique, une façon concrète de cultiver le terrain biochimique de la sagesse. Nos choix alimentaires quotidiens sont des votes pour le type d'esprit que nous voulons habiter. Le jeûne intermittent, pratiqué instinctivement par les stoïciens comme Musonius Rufus, déclenche des processus hormonaux bénéfiques. Après 12 à 16 heures sans manger, le corps active l'autophagie, nettoyage cellulaire, et augmente la production de BDNF, une protéine qui stimule la neurogenèse. Ces changements biochimiques améliorent la clarté cognitive et la résistance au stress. Contrairement à la croyance populaire, notre cerveau fonctionne souvent mieux légèrement à jeûne, libéré de l'énergie constante requise pour la digestion. Cette pratique ancienne trouve aujourd'hui des validations scientifiques impressionnantes, montrant comment le simple timing de nos repas peut influencer profondément notre équilibre interne. La discipline alimentaire stoïcienne n'était donc pas qu'une question de tempérance morale, mais de physiologie optimale. La testostérone, souvent associée uniquement à la virilité, joue en réalité un rôle crucial dans la détermination, la résilience et la confiance en soi, chez les hommes comme chez les femmes. Les habitudes modernes, manque de sommeil, stress chronique, exposition aux perturbateurs endocriniens, font chuter ce taux de façon alarmante. Les exercices de résistance, la gestion du stress, une alimentation riche en bons gras et une exposition régulière au froid peuvent naturellement rééquilibrer cette hormone. Marc Aurèle, qui endurait volontairement le froid et la fatigue, pratiquait sans le savoir une forme d'optimisation hormonale. Aujourd'hui, nous comprenons que ces pratiques ne forgeaient pas seulement le caractère, mais aussi la biochimie sous-jacente à une volonté forte. Cultiver ses hormones, c'est cultiver sa force morale. Le simple fait de toucher la terre, marche pieds nus dans l'herbe, jardinage mains nues, nous reconnecte au champ électromagnétique terrestre, un phénomène appelé earthing. Des études montrent que cette pratique réduit l'inflammation, améliore le sommeil et équilibre le cortisol. Les philosophes antiques marchaient souvent pieds nus ou en sandales légères, restant ainsi connectés à cette énergie terrestre. Nous, enfermés dans nos chaussures à semelles épaisses et isolés dans des bâtiments, avons perdu ce contact régulateur. Réintégrer cette connexion à la Terre dans notre routine pourrait être une façon simple mais profonde de rééquilibrer notre biochimie du stress. Parfois, les solutions les plus anciennes et les plus simples sont les plus efficaces. Le froid, redouté et évité dans notre société du confort constant, est pourtant un puissant modulateur hormonal. Les douches froides augmentent la dopamine de 250%, boostent la noradrénaline et réduisent l'inflammation. Les stoïciens pratiquaient l'exposition volontaire au froid comme exercice de résilience, sans connaître ces mécanismes biochimiques. Aujourd'hui, la science nous montre comment ces pratiques ancestrales stimulent littéralement notre pharmacie interne. Le confort permanent nous a privés de ces stimuli régulateurs essentiels. Réintroduire des doses modérées de stress positif, comme le froid ou l'exercice intense, pourrait être la clé pour rééquilibrer notre système neuro-endocrinien devenu paresseux. La solitude, différente de l'isolement choisi, provoque des changements hormonaux similaires à la faim physique. Notre cerveau social interprète l'absence de connexion significative comme une menace, déclenchant des cascades de stress. Les stoïciens, souvent perçus comme des solitaires, cultivaient en réalité des amitiés profondes et des relations sociales riches. Ils comprenaient instinctivement ce besoin humain fondamental que la science moderne quantifie aujourd'hui en termes de cortisol et d'ocytocine. Dans notre monde hyperconnecté mais relationnellement pauvre, cultiver des conversations profondes et des présences authentiques devient un impératif biochimique autant que philosophique. La qualité de nos relations se mesure aussi dans notre balance hormonale. La pratique régulière de la gratitude, si chère aux stoïciens, modifie concrètement notre chimie cérébrale. Tenir un journal de gratitude augmente la sérotonine et la dopamine tout en réduisant le cortisol. Ce n'est pas qu'un exercice mental abstrait, mais une véritable pharmacologie comportementale. Quand Sénèque écrivait ses lettres de gratitude,
Il ne cultivait pas seulement une vertu, il rééquilibrait activement sa neurochimie. Nos ancêtres pratiquaient instinctivement des rituels de remerciement qui, nous le comprenons maintenant, stabilisaient leur équilibre interne. Dans notre monde axé sur le manque et le désir, la gratitude devient une pratique radicale de rééquilibrage hormonal. L'exposition à la pollution électromagnétique, Wi-Fi, téléphone portable, appareils électroniques, pourrait perturber nos systèmes hormonaux délicats. Bien que les recherches soient encore en cours, certaines études suggèrent des effets sur le cortisol et la mélatonine. Les stoïciens vivaient dans un environnement technologiquement simple qui respectait les rythmes naturels. Aujourd'hui, des pratiques simples comme éteindre le Wi-Fi la nuit, limiter l'exposition aux écrans le soir, ou passer du temps dans des zones low-tech, pourraient aider à préserver notre équilibre hormonal. La sagesse moderne consiste peut-être à savoir quand éteindre les technologies pour permettre à notre biologie de fonctionner optimalement. Enfin, le rire et le jeu, souvent absents des représentations austères du stoïcisme, sont pourtant de puissants régulateurs hormonaux. Un rire franc diminue le cortisol, booste les endorphines et renforce le système immunitaire. Les enfants, avec leur capacité naturelle à jouer et rire spontanément, maintiennent ainsi un équilibre hormonal que les adultes sérieux ont souvent perdu. Les stoïciens ne prônaient pas une vie sans joie, mais une joie raisonnée et mesurée. Redécouvrir le rire authentique et le jeu gratuit pourrait être la pièce manquante de notre quête d'équilibre. Après tout, même Marc Aurèle conseillait de se rappeler que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Et le rire ne coûte rien. Leçon 8. Le corps en mouvement, forge de la force intérieure. L'exercice physique est bien plus qu'une simple routine santé. C'est une pratique philosophique en mouvement. Quand tu pousses ton corps, tu sculptes simultanément ton mental. Chaque goutte de sueur est une leçon de persévérance. Chaque muscle tremblant une invitation à dépasser tes limites mentales. Les stoïciens de l'Antiquité, de Sénèque à Épictète, intégraient l'activité physique à leur quête de sagesse, pressentant cette vérité que la science moderne confirme aujourd'hui. Bouger transforme littéralement ta matière grise. Tes muscles ne sont pas les seuls à se renforcer. Ta volonté, ta résilience et ta clarté cognitive progressent avec eux. Prenons la course à pied comme métaphore de la vie. Les premiers kilomètres sont souvent difficiles. Le corps proteste, l'esprit cherche des excuses. Puis vient ce moment magique où la respiration se régule, où le mouvement devient fluide. Cet état, que les sportifs appellent la zone, ressemble étrangement à la sérénité stoïcienne, un équilibre entre effort et lâcher-prise. Ce n'est pas un hasard si tant de philosophes, d'écrivains et de penseurs ont été de grands marcheurs. Le rythme cadencé des pas semble synchroniser les pensées, comme si le mouvement physique libérait le mouvement mental. La musculation enseigne des leçons profondes sur la progressivité. On ne soulève pas 100 kilos du jour au lendemain. On ajoute petit à petit des disques sur la barre, repousse graduellement ses limites. Cette progression reflète exactement le développement du caractère, une accumulation de petits efforts constants. Les stoïciens parlaient d'amélioration continue, et la salle de sport en offre une démonstration concrète. Chaque séance où tu choisis de revenir, malgré la fatigue ou le manque de motivation, est une victoire sur l'instant présent qui renforce ta capacité à persévérer dans tous les domaines de la vie. Le yoga, souvent perçu comme simple gymnastique douce, est en réalité une méditation en mouvement qui unit corps et esprit. Quand tu maintiens une posture difficile, tu apprends à distinguer la douleur constructive de la souffrance inutile. Une compétence cruciale pour naviguer dans les épreuves de l'existence. La respiration consciente pendant l'effort physique devient une métaphore de la manière dont nous devrions traverser les tempêtes émotionnelles. En restant ancrés dans le moment présent, sans résistance mais sans complaisance. Les sports d'équipe, quant à eux, enseignent des vertus sociales essentielles. Savoir perdre avec grâce, célébrer les succès des autres, trouver sa place dans un collectif. Autant de leçons que Marc Aurèle aurait approuvées. Le terrain de sport devient un microcosme de la société, où s'expérimente la coopération, la fair-play et la gestion des conflits. Même en solo, l'exercice physique cultivé avec régularité développe cette discipline personnelle qui est la base de toute liberté véritable. Comme le rappelait Épictète, aucune chose grande ne se fait soudainement.
L'exercice en plein air ajoute une dimension supplémentaire, la reconnexion aux éléments. Nager dans une mer agitée, courir sous la pluie, faire des pompes sur l'herbe mouillée. Ces expériences nous rappellent que nous faisons partie de la nature, loin du confort aseptisé des salles climatisées. Les stoïciens pratiquaient volontairement l'exposition aux éléments pour renforcer leur endurance physique et mentale. Aujourd'hui, la science montre que l'exercice en extérieur booste davantage les endorphines et réduit plus efficacement le stress que son équivalent en intérieur. L'impact neurologique de l'exercice est peut-être son cadeau le plus précieux. En stimulant la production de BDNF, le fertilisant cérébral, l'activité physique favorise littéralement la croissance de nouveaux neurones et connexions synaptiques. Traduit en termes stoïciens, plus tu bouges ton corps, plus tu optimises l'outil même de ta raison et de ta sagesse. Cette plasticité cérébrale induite par le mouvement explique pourquoi tant de gens ont leurs meilleures idées en courant ou en marchant, comme si le corps en action libérait l'esprit de ses entraves habituelles. La régularité de l'exercice enseigne une leçon existentielle profonde. C'est dans la répétition que réside la transformation. Tout comme on ne devient pas vertueux par un seul acte héroïque, mais par l'accumulation de petits choix quotidiens, on ne construit pas un corps et un esprit fort en une séance épique, mais par une pratique constante. Les jours où l'enthousiasme manque sont précisément ceux qui comptent le plus. Ce sont ces séances faites par devoir plus que par plaisir qui forgent véritablement le caractère. Enfin, l'exercice physique est une puissante démonstration du principe stoïcien de l'amor fati, l'amour de son destin. Quand une crampe survient, quand la fatigue se fait sentir, le pratiquant avisé ne maudit pas ses inconforts, mais les accueille comme faisant partie intégrante du processus. Cette acceptation active, ce dialogue constant avec les limites du moment présent, est une forme concrète de sagesse en action. Le corps devient ainsi le meilleur professeur de philosophie, toujours présent, toujours honnête, offrant des feedbacks immédiats sur notre capacité à persévérer, à nous adapter, à transcender nos résistances mentales. L'exercice régulier est donc bien plus qu'une simple habitude santé. C'est un rituel de transformation intégrale où le physique et le mental se renforcent mutuellement. Dans un monde de plus en plus sédentaire et virtuel, prendre le temps de bouger son corps devient un acte de résistance philosophique, une affirmation concrète de notre volonté de vivre pleinement incarnée. Comme le disait Juvénal dans une maxime que les stoïciens auraient pu faire leur, un esprit sain dans un corps sain, non pas comme deux entités séparées, mais comme les deux faces indissociables d'une même médaille humaine. L'exercice matinal agit comme un rituel d'initiation quotidienne. Ces premières minutes où tu choisis délibérément l'inconfort volontaire programment ton esprit pour affronter les défis de la journée. Les stoïciens pratiquaient des exercices physiques au réveil non par obsession du corps, mais parce qu'ils comprenaient comment cette victoire matinale crée une dynamique positive. Quand tu commences ta journée en dominant tes résistances physiques, les obstacles mentaux qui suivent semblent soudain moins intimidants. Cette pratique ancestrale trouve aujourd'hui son explication scientifique. L'exercice matinal optimise les niveaux de dopamine et de noradrénaline, préparant ton cerveau à une vigilance calme et concentrée. Ta séance d'entraînement devient ainsi une méditation en mouvement, une façon de sculpter ton état d'esprit avant même que le monde extérieur n'ait pu l'influencer. Les anciens guerriers s'entraînaient au petit jour. Nous ferions bien d'en faire autant dans notre bataille quotidienne pour la maîtrise de soi. La variété dans l'exercice physique reflète la diversité des vertus à cultiver. La force musculaire enseigne la persévérance, les sports d'endurance développent la patience, les arts martiaux exigent précision et contrôle. Un programme équilibré devient ainsi une école complète de caractère, chaque discipline apportant ses leçons particulières. Les stoïciens ne se limitaient pas à un seul type d'entraînement, ils combinaient marche, lutte, natation et exercice militaire, pressentant cette nécessité de diversifier les défis. Aujourd'hui, la science montre que la variété physique stimule différentes voies neurologiques, créant une résilience plus globale. Ton corps n'est pas une machine spécialisée, mais un système complexe qui s'épanouit dans la diversité. Tout comme ton esprit a besoin de multiples approches pour se développer harmonieusement. La sagesse du corps réside dans cette polyvalence que nous avons trop souvent sacrifiée sur l'autel de la spécialisation extrême. L'exercice en nature ajoute une dimension spirituelle à l'effort physique. Courir sur un sentier forestier,
Nager en eau libre ou pratiquer le yoga en montagne transforme l'entraînement en expérience sensorielle totale. Les stoïciens cherchaient constamment à se reconnecter à l'ordre naturel du monde, et l'activité physique en plein air réalise cette union de façon immédiate. La science moderne documente comment l'exposition aux environnements naturels pendant l'exercice amplifie ses bienfaits psychologiques, réduisant le stress et améliorant la créativité. Tes pieds sur la terre, le vent contre ta peau, le rythme de ta respiration synchronisé avec les éléments. Cette expérience incarnée est une antidote puissante à notre vie de plus en plus virtuelle. Les philosophes antiques marchaient en réfléchissant. Nous gagnerions à redécouvrir cette simplicité profonde où le mouvement du corps alimente les mouvements de l'âme. L'aspect social de l'exercice, partagé avec un partenaire ou un groupe, ajoute une couche supplémentaire de développement personnel. Les défis relevés ensemble créent des liens forts, tandis que la compétition saine enseigne l'humilité dans la victoire et la dignité dans la défaite. Les stoïciens valorisaient les communautés d'entraînement physique comme lieu d'apprentissage mutuel, où chacun pousse l'autre à se dépasser. Aujourd'hui, les recherches en psychologie sportive confirment que l'exercice en groupe augmente la motivation et la persévérance bien au-delà de ce que la plupart peuvent atteindre seuls. Le partenaire d'entraînement devient un miroir exigeant mais bienveillant, rappelant que nous sommes à la fois seuls responsables de nos progrès et profondément interconnectés dans nos efforts. Cette tension entre autonomie et interdépendance est au cœur même de la philosophie stoïcienne appliquée. La récupération après l'effort est tout aussi instructive que l'effort lui-même. Apprendre à écouter son corps, respecter ses limites, alterner activité et repos constitue une leçon d'équilibre applicable à tous les domaines de la vie. Les stoïciens pratiquaient délibérément des périodes de retrait et de repos après l'action, comprenant que la sagesse réside dans ce rythme alterné. La science du sport moderne a prouvé que c'est pendant les phases de récupération que le corps se renforce véritablement, un principe qui s'applique tout autant au développement mental. Savoir s'arrêter avant l'épuisement, accepter les jours de régénération sans culpabilité, c'est pratiquer la vertu stoïcienne de la tempérance. Ton journal d'entraînement devrait comporter autant de notes sur ta récupération que sur tes performances, car c'est dans cet équilibre que réside la progression durable. Les arts martiaux traditionnels offrent peut-être la synthèse la plus aboutie entre exercice physique et développement philosophique. Des disciplines comme le judo, le tai chi ou la capoeira intègrent explicitement des principes éthiques et métaphysiques dans leur pratique. Un maître d'arts martiaux stoïcien aurait immédiatement reconnu cette unité entre mouvement et sagesse. Comment la posture physique influence la posture mentale, comment la respiration contrôlée calme l'esprit agité. La répétition des katas ou des formes devient une méditation en mouvement, où chaque geste précis dissipe les distractions pour ne laisser place qu'à une présence totale. Ces traditions anciennes nous rappellent que l'exercice physique n'a jamais été une simple affaire d'esthétique ou de performance, mais un chemin vers l'harmonie intérieure. Dans un monde obsédé par les résultats quantifiables, redécouvrir cette dimension qualitative du mouvement pourrait être révolutionnaire. L'exercice comme métaphore de la vie devient particulièrement clair quand survient une blessure ou un recul temporaire. Apprendre à modifier son entraînement sans abandonner, trouver des alternatives créatives, accepter les limites du moment. Ces adaptations enseignent des leçons précieuses sur la résilience. Les stoïciens voyaient dans chaque obstacle une opportunité de progresser différemment, et la rééducation physique en est l'illustration parfaite. La science montre d'ailleurs que le cerveau continue d'apprendre et de s'adapter même pendant les périodes de repos forcé, comme si l'intention et la visualisation maintenaient le chemin neurologique ouvert. Ton plus mauvais entraînement peut ainsi devenir ton meilleur professeur, si tu acceptes d'en tirer les leçons plutôt que de te décourager. Cette flexibilité mentale, cultivée à travers les aléas de la pratique physique, se transfère directement à ta capacité à naviguer les incertitudes de l'existence. Les exercices de respiration consciente pendant l'effort physique, comme dans le yoga, la natation ou l'haltérophilie, offrent un laboratoire concret pour étudier le contrôle de l'esprit. Chaque inspiration et expiration devient un microcosme de la relation entre volonté et lâcher-prise. Les stoïciens pratiquaient des exercices respiratoires pour cultiver la présence d'esprit, pressentant ce que la science moderne confirme. La respiration est le pont unique entre nos systèmes nerveux volontaires et autonomes.
Quand tu apprends à moduler ton souffle pendant l'effort physique intense, tu acquiers une compétence transférable à la gestion du stress quotidien. Cette maîtrise respiratoire devient une ancre toujours disponible quand les émotions menacent de submerger la raison, un outil stoïcien par excellence, à la fois simple et profondément transformateur. L'évolution progressive de tes capacités physiques offre un feedback tangible sur le pouvoir de l'effort constant. Ce qui semblait impossible il y a 6 mois devient aisé aujourd'hui, une démonstration concrète que les limites sont souvent des illusions mentales. Les stoïciens insistaient sur l'importance de se tester régulièrement, non par vanité, mais pour vérifier concrètement les progrès de leur discipline. Ton corps ne ment pas, soit tu as pratiqué avec constance, soit tu as négligé ton entraînement. Cette honnêteté brutale est précieuse dans un monde où il est si facile de se mentir à soi-même. Les chiffres de tes performances, tes sensations corporelles, ton énergie vitale, tous ces indicateurs forment un système de vérité immédiate sur ta pratique réelle, bien plus fiable que tes bonnes intentions. En ce sens, ton corps devient ton maître stoïcien le plus exigeant et le plus juste. Enfin, l'exercice physique pratiqué jusqu'à un âge avancé témoigne de la possibilité d'une décroissance harmonieuse plutôt que d'un déclin passif. Les stoïciens envisageaient la vieillesse non comme une déchéance, mais comme une étape naturelle où d'autres qualités pouvaient s'épanouir. Aujourd'hui, les master athlètes prouvent que le corps peut rester fonctionnel et vigoureux bien au-delà des attentes conventionnelles. Leur secret ? Avoir maintenu une pratique adaptée, mais constante tout au long de la vie. Cette longévité active illustre magnifiquement le principe stoïcien de l'adaptation aux circonstances changeantes sans abandon de l'idéal. Ton corps à 70 ans ne ressemblera pas à ton corps à 20 ans, et c'est bien normal. Mais à travers chaque décennie, il peut rester un véhicule digne et capable pour ton esprit, si tu acceptes de l'entretenir avec la même sagesse progressive que tu appliques à ton développement intellectuel et moral. Leçon 9. La sagesse financière, pilier de la liberté stoïcienne. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Cette vérité que les stoïciens comprenaient intuitivement prend un sens urgent dans notre société de consommation. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une privation, mais une stratégie de libération qui réduit l'emprise des possessions sur notre tranquillité d'esprit. Quand tu dépenses moins que ce que tu gagnes, tu crées un espace de respiration financière qui se transforme en espace de liberté mentale. Les dettes sont des chaînes invisibles qui limitent tes choix et augmentent ton anxiété, tandis que l'épargne constitue un bouclier contre les coups du sort. Le stoïcisme ne prône pas la pauvreté volontaire, mais une relation mature avec l'argent où tu le contrôles, plutôt que l'inverse. La simplicité volontaire est une forme de résistance philosophique dans un monde qui pousse à la surconsommation. Avant d'acheter, demande-toi, en ai-je vraiment besoin ? Cela ajoutera-t-il de la valeur à ma vie ? Ce questionnement stoïcien brise le cycle des achats impulsifs qui encombrent nos espaces et nos esprits. Posséder peu mais choisir avec soin, c'est créer une vie où chaque objet a sa place et sa raison d'être. Ton pouvoir d'achat devrait refléter tes valeurs profondes plutôt que les injonctions publicitaires. Rappelle-toi que la plupart des choses que tu convoites aujourd'hui deviendront demain les encombrants dont tu voudras te débarrasser. L'argent est un outil pour acheter 3 libertés précieuses: du temps, des expériences et de la sécurité, pas pour accumuler des symboles de statut social. Les stoïciens distinguaient clairement les besoins réels des désirs artificiels, une compétence cruciale dans notre économie de la tentation permanente. Apprends à séparer le coût monétaire d'un achat de son coût psychologique. Cette voiture luxueuse qui exige des heures supplémentaires stressantes, ce gadget dernier cri qui détourne ton attention de ce qui compte vraiment. La véritable richesse se mesure à ce que tu peux te permettre de ne pas faire, pas à ce que tu peux t'offrir. Les habitudes financières sont comme des muscles. Plus tu pratiques la discipline, plus elle devient naturelle. Commence par des petits pas. Suivre tes dépenses pendant un mois, automatiser ton épargne, négocier tes abonnements inutiles. Ces micro-actions cumulées créent une mentalité d'abondance paradoxale. En consommant moins, tu te sens paradoxalement plus riche. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices de frugalité non par ascétisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient être heureux avec peu. Aujourd'hui, cette pratique devient un antidote vital au consumérisme effréné qui épuise nos comptes bancaires et notre énergie vitale.
L'indépendance financière n'est pas réservée au salaire. C'est avant tout une question de rapport entre tes revenus et tes dépenses. Celui qui gagne peu mais vit avec encore moins est plus libre que celui qui gagne beaucoup mais dépense tout. Cette vérité mathématique simple était au cœur de la philosophie stoïcienne. La vraie prospérité vient de la modération, pas de l'accumulation. En réduisant tes besoins matériels, tu augmentes automatiquement ta marge de manœuvre financière. La liberté de dire non à un emploi toxique, de prendre du temps pour toi, de poursuivre des projets significatifs. Tout cela devient possible quand tu brises le lien entre ton bonheur et ton niveau de consommation. Les crises économiques et les revers financiers font partie de la condition humaine. Les stoïciens le savaient et s'y préparaient mentalement. Aujourd'hui, ta préparation la plus sage consiste à construire un matelas de sécurité financière qui te permette de traverser les tempêtes sans panique. 3 mois de dépenses couvertes, puis 6, puis 1 an. Chaque palier atteint renforce ta sérénité face aux incertitudes du monde. Cette sécurité n'a pas pour but de t'isoler du réel, mais de te donner la stabilité nécessaire pour prendre des décisions réfléchies plutôt que dictées par la peur. Comme le disait Sénèque, riche parmi les riches, ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. La tentation du crédit facile est l'antithèse de la sagesse stoïcienne. C'est échanger un plaisir immédiat contre une longue servitude. Avant de signer un contrat de crédit, calcule combien d'heures de ta vie il te faudra travailler pour rembourser cet achat, intérêt compris. Cette simple conversion temps-argent change radicalement la perception de ce qui est abordable. Les stoïciens pratiquaient le délai entre le désir et l'acquisition, 1 nuit, 1 semaine, 1 mois, pour laisser passer l'impulsion consumériste. Dans 90% des cas, tu découvriras que ce qui te tentait si fort a perdu de son attrait, épargnant à la fois ton portefeuille et ton espace mental. L'argent bien utilisé peut devenir un instrument de vertu. Soutenir des causes qui te tiennent à cœur, aider tes proches dans le besoin, investir dans ton éducation. Les stoïciens ne méprisaient pas la richesse en soi, mais sa poursuite pour elle-même. Quand tu considères l'argent comme un moyen plutôt qu'une fin, chaque décision financière devient un acte philosophique. Pose-toi régulièrement cette question. Si j'avais 10% de plus ou 10% de moins, comment cela changerait-il vraiment ma vie? La réponse te surprendra souvent, révélant à quel point ton bonheur dépend peu de ces variations marginales. La comparaison sociale est le poison financier numéro 1. Cette course sans fin a des standards de consommation toujours repoussés. Les stoïciens pratiquaient l'exercice du regard latéral. Observer ceux qui ont moins plutôt que ceux qui ont plus, pour cultiver la gratitude plutôt que l'envie. Dans un monde d'étalage permanent sur les réseaux sociaux, cette discipline mentale devient vitale. Ton voisin possède une voiture plus récente? Rappelle-toi que tu ignores quelles dettes ou quelles heures supplémentaires se cachent derrière ce logo chromé. La richesse la plus précieuse est celle qui ne se voit pas. Du temps libre, des relations profondes, un esprit en paix. En fin de compte, la maîtrise de l'argent est une forme pratique de maîtrise de soi. Chaque euro dépensé est un vote pour le genre de vie que tu veux mener, et chaque euro épargné est une graine de liberté future. Les stoïciens nous invitent à cette clarté financière. Savoir exactement où va notre argent, comme nous devrions savoir où vont nos pensées et nos efforts. Quand tu alignes tes dépenses avec tes valeurs profondes, tu découvres une étrange paradoxe. Moins tu dépenses pour impressionner les autres, plus ta vie devient authentiquement impressionnante. La simplicité volontaire n'est pas une restriction. C'est l'art subtil de faire de l'argent un allié silencieux dans ta quête d'une vie bonne. Leçon 10. L'alimentation consciente, nourriture du corps et de l'âme. Manger n'est pas un simple acte biologique, mais une pratique philosophique quotidienne. Chaque bouchée que tu choisis d'introduire dans ton corps influence directement ta clarté mentale, ton énergie vitale et ton équilibre émotionnel. Les stoïciens de l'Antiquité pratiquaient une alimentation simple et intentionnelle, pressentant ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Notre intestin est notre deuxième cerveau, produisant 90% de la sérotonine qui régule notre humeur. Quand tu manges des aliments frais et non transformés, tu ne nourris pas seulement tes cellules, tu cultives le terrain biochimique de tes pensées et de tes émotions. La sagesse commence dans l'assiette, avec cette conscience aiguë que ton corps est le temple de ton esprit.
Les aliments industriels sont conçus comme des pièges à dopamine. Ils trompent tes sens avec des saveurs ultra concentrées tout en privant ton corps des nutriments essentiels. Ce sucre raffiné qui provoque un pic d'énergie suivi d'un crash brutal, ces additifs qui perturbent ta flore intestinale, ces graisses transformées qui encrassent tes artères, autant de saboteurs silencieux de ta performance cognitive et de ton équilibre émotionnel. Les stoïciens pratiquaient la tempérance alimentaire non par ascétisme, mais parce qu'ils avaient compris le lien entre un corps mal nourri et un esprit confus. Dans notre monde d'abondance artificielle, dire non à la malbouffe devient un acte de résistance philosophique. Un petit déjeuner riche en protéines et bonnes graisses, plutôt qu'en sucre rapide, change radicalement le cours d'une journée. Imagine deux versions de toi-même. L'une avec un cerveau baignant dans un mélange stable de neurotransmetteurs, l'autre subissant les montagnes russes de la glycémie. Lequel prendra les meilleures décisions? Lequel résistera aux impulsions et aux distractions? Ton alimentation matinale est le premier choix de la journée, un choix qui influence tous les autres. Les philosophes antiques commençaient leur journée par des repas simples mais nourrissants, sachant qu'un esprit clair nécessite un carburant de qualité. Les légumes colorés ne sont pas qu'une source de vitamines. Ce sont des boucliers contre l'inflammation cérébrale, ces feux sourds qui obscurcissent la pensée et alimentent l'anxiété. Les oméga 3 du poisson gras ne sont pas de simples nutriments. Ce sont des architectes de la membrane de tes neurones. Les fibres des céréales complètes ne sont pas qu'un lest digestif. Elles nourrissent le microbiome qui produit tes neurotransmetteurs. Chaque aliment entier que tu choisis est un message biochimique à ton cerveau. Et les stoïciens modernes comprennent que philosopher commence par choisir consciemment ces messages. Le jeûne intermittent, pratiqué instinctivement par les stoïciens, donne à ton système digestif le repos nécessaire pour se régénérer. Ces pauses alimentaires ne sont pas des privations, mais des opportunités pour ton corps de faire le ménage cellulaire et de réinitialiser ta sensibilité à l'insuline. La faim légère devient alors un professeur. Elle t'apprend à distinguer le vrai besoin de la simple envie, le nécessaire du superflu. Comme le disait Musonius Rufus, comment peut-on espérer contrôler ses désirs les plus complexes si on ne peut même pas maîtriser son appétit? Manger en pleine conscience transforme un acte banal en méditation active. Prends le temps de vraiment goûter chaque bouchée, de sentir les textures, d'apprécier les saveurs. Ce ralentissement volontaire n'est pas qu'une technique nutritionnelle. C'est un exercice stoïcien de présence au moment présent. Combien de repas avalons-nous machinalement, l'esprit ailleurs, sans même nous souvenir de ce que nous avons mangé? Ce gaspillage sensoriel reflète notre tendance à vivre en pilote automatique, manquant la richesse de l'instant présent. Les repas partagés retrouvent leur dimension sacrée quand la nourriture est saine et la conversation profonde. Les stoïciens organisaient des symposiums où l'on nourrissait à la fois le corps et l'esprit par des mets simples et des échanges substantiels. Aujourd'hui, nos repas souvent solitaires devant des écrans ou nos dîners sociaux centrés sur des plats sophistiqués mais vides de sens ont perdu cette dimension nourricière intégrale. Redécouvrir l'art de manger ensemble, lentement, avec gratitude et présence, c'est restaurer un pilier essentiel de la sagesse pratique. L'eau pure, si banale en apparence, est peut-être le nutriment le plus sous-estimé. Une déshydratation légère réduit la concentration, augmente l'irritabilité et diminue la résilience au stress. Les stoïciens portaient une attention particulière à leurs besoins fondamentaux, respiration, hydratation, alimentation, sachant que négliger ces bases rend toute élévation philosophique impossible. Ton cerveau est composé à 75% d'eau. Maintenir cet équilibre hydrique est la première étape vers une pensée claire. Les superaliments ne se trouvent pas dans des emballages marketing coûteux, mais dans la simplicité ancestrale. Les légumes feuilles, les baies colorées, les noix et graines, les œufs de poules élevés en plein air. Ces concentrés de nutriments que la nature offre généreusement sont les véritables combustibles de la performance cognitive. Les philosophes antiques consommaient ces aliments dans leur forme la plus simple, préparés avec soin mais sans artifice. Une leçon de frugalité élégante que nous gagnerions à redécouvrir. Enfin, l'alimentation consciente culmine dans la gratitude. Cette reconnaissance profonde pour ceux qui ont cultivé, récolté, transporté ce qui arrive dans ton assiette.
Les stoïciens commençaient et terminaient leur repas par des moments de gratitude, sachant que rien de ce que nous consommons ne nous est dû. Cette attitude transforme chaque repas en une célébration de notre interdépendance avec la nature et nos semblables. Nourris ton corps avec respect, et ton esprit en récoltera les fruits sous forme de clarté, de sérénité et d'énergie durable. Voilà la véritable diète philosophique.